Le webinaire de ce soir est commandité par notre partenaire Hollister Limited. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Lisanne Campeau. Dr Lisanne Campeau est professeure agrégée en chirurgie à l'Université McGill, urologue à l'Hôpital général juif de Montréal dans le département d'urologie et chercheuse au Lady Davis Institute. Elle a complété ses études en médecine en 2005 et sa résidence chirurgicale en urologie à l'Université McGill en 2010 et est devenue fellow au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Elle a obtenu son PhD en physiologie et pharmacologie à l'Université Wake Forest, Institute for Regenerative Medicine en Caroline du Nord, et réalisé sa formation clinique à New York University dans un fellowship accrédité en médecine pelvienne de la femme et chirurgie reconstructive. Ses spécialités sont les troubles de la vessie neurogène, l'incontinence urinaire et la reconstruction pelvienne. Elle est très impliquée dans la communauté scientifique par sa participation au sein d'organisations telles que la Société internationale d'urologie, International Continence Society et Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine and Urogenital Reconstruction. Elle a publié plus de 70 articles révisés par les pairs et est membre éditorial pour plusieurs journaux. Je tiens à souligner aujourd'hui aussi qu'aujourd'hui nous sommes le 1er juin et que c'est le premier jour du mois national de la sensibilisation au spina bifida et à l'hydrocéphalie. Docteur Campeau, je vous laisse maintenant la parole. Bonjour, donc c'est avec grand plaisir que je suis ici ce soir et surtout pour une journée particulièrement spéciale. Donc, je vais remercier Spina Bifida Québec et Hydrocéphalus Canada pour l'invitation. Donc, les objectifs de la présentation ce soir sont ici énumérés. Pour commencer, j'ai un conflit d'intérêt parce que j'ai reçu un honorarium de Hollister Canada. Donc, les objectifs ici énumérés. Donc, le premier objectif sera d'établir les priorités thérapeutiques dans la prise en charge initiale chez les patients atteints de vessie neurogène, toujours dans un contexte de spina bifida et principalement chez la population adulte. Ensuite, nous allons déterminer, le deuxième objectif sera de déterminer l'approche de surveillance de la vessie neurogène afin d'éviter les complications associées. Et finalement, à la suite de la présentation, on sera en mesure de décrire les modalités de traitement non chirurgicaux telles que l'injection de toxines botulinées. Donc, la vessie neurogène est très couramment rencontrée chez les patients ou les personnes naissant avec un trouble essentiellement appelé la spina bifida ou l'autre terme utilisé étant le dysgraphisme rachidien. Je ne vais pas nécessairement élaborer en détail parce que je suis sûre qu'il y a des experts qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, mais essentiellement pour on veut différencier le dysgraphisme rachidien ouvert. Donc, par exemple, on peut rencontrer myéloméningocèle ou myélocèle du côté ouvert. Donc, c'est une malformation au niveau de la moelle épinière qui va essentiellement causer une exposition soit des méninges ou de la moelle épinière. Ou on peut aussi rencontrer un dysgraphisme fermé où il va avoir il va avoir un défaut au niveau des vertèbres et la peau sera refermée, donc il n'y aura pas d'exposition au niveau de la peau. Il peut avoir aussi une masse subcutanée ou non. Donc, ce sont ces anomalies de fermeture du tube neural qui affectent la colonne vertébrale et la moelle épinière qui, habituellement, vont se développer tout au cours de l'embryogenèse. Donc, on sait qu'on peut voir des changements de la vessie durant la période fœtale et ce, très tôt lorsqu'il y a cette anomalie de fermeture du tube neural et on peut rencontrer dès la 3e et 4e semaine de gestation. Heureusement, cette condition, on voit une prévalence qui a diminué au cours des années par la sensibilisation. Une des choses, la prise d'acide folique avant et durant la grossesse. Mais présentement, les différents taux que j'ai rencontrés dans la littérature, surtout au Canada, sont d'environ de 0,74 à 0,83 par 1000 naissances au Canada. Donc, on rencontre environ 120 naissances par année de patients affectés par cette condition.
Donc, moi, je vais me concentrer évidemment sur l'aspect urologique de cette condition. Donc, les déficits neurologiques qui impliquent évidemment les problèmes urinaires sont très variables. Donc, on se dit en mosaïque et donc il y a beaucoup d'asymétrie qui va être rencontrée chez les patients atteints de cette condition. Ce qu'on peut voir avec la vessie neurogène, vraiment, il y a tous les différents tableaux de vessie neurologique peuvent être observés dans cette population. Il y a beaucoup de variabilité. Donc, c'est vraiment pas, faut vraiment individualiser l'approche chez nos patients. Une autre chose, on sait qu'il va y avoir, avec l'âge, avec la croissance, avec l'augmentation de taille, donc on parle de la naissance jusqu'à l'âge adulte et plus, il va y avoir une évolution de la condition avec l'âge. Donc, une des premières choses, c'est la croissance de taille. La deuxième chose qu'on va voir, c'est des changements hormonaux qui arrivent à la puberté, qui vont affecter beaucoup les conditions urinaires. Et ensuite, avec le vieillissement affecte tous les organes du corps et chez les patients qui ont déjà une condition neurologique, on peut voir, par exemple, chez les hommes, le problème au niveau de la prostate. Chez la femme, on peut voir des problèmes au niveau du plancher pelvien. Donc, ceci va occasionner des changements. Donc, vraiment, c'est une condition très dynamique tout au long du vieillissement. On peut aussi rencontrer ce qu'on appelle le tethering secondaire qui peuvent se dépêcher on peut rencontrer ça entre 2 à 32 % de la population. Si vous voyez sur la diapo qu'il y a beaucoup de changements on va rencontrer au niveau de la vessie, on va rencontrer des changements structurels causés par la vessie neurogène à la suite causés par la spina bifida. On peut changer des changements au niveau de la densité neurale. Une certaine fibrose peut s'installer. On peut avoir aussi essentiellement une perte de confiance. Ça, je vais développer un peu plus au long de la présentation. Mais on voit aussi des changements moléculaires au niveau des cytokines et de l'inflammation présente. Donc, ce diagramme-là n'est pas spécifique pour la spina bifida, mais c'est pour vous montrer un peu la présentation des vessies neurogènes selon le niveau affecté au niveau du système nerveux central. Donc, si on voit lorsque le système est affecté, ce qu'on appelle suprapontine, on va principalement observer une vessie hyperactive, tandis que le sphincter, donc le outlet, la sortie, est habituellement normale. Donc, on va avoir une hyperactivité vésicale. Lorsqu'on parle de problèmes spinal, c'est-à-dire infrapontine et suprasacral, qui est la majorité, en fait, des problèmes de spina bifida vont être au niveau lombosacré. Alors, la majorité du temps, ce qu'on va observer, c'est qu'on va observer une hyperactivité de la vessie et aussi une hyperactivité au niveau du sphincter. Donc, on va rencontrer différentes présentations que je vais élaborer tout au long. Toutefois, lorsque l'atteinte neurologique est au niveau sacré ou infrasacral, la présentation est très différente. Ce qu'on va avoir, c'est une vessie plus atone et le sphincter peut être soit normal, avec une fonction normale, ou être atone aussi, ce qui va générer beaucoup d'incontinence. Sur cette diapo, ici, on peut voir aussi une différence de présentation selon si le dysgraphisme est ouvert, de type ouvert ou de type fermé. On peut déjà observer facilement en regardant le tableau que les dysgraphismes ouverts sont affectés de manière plus importante au niveau des conditions urologiques. Donc, si on voit l'hyperactivité vésicale est présente à des niveaux semblables, que ce soit dysgraphisme ouvert. Toutefois, la perte de confiance, qui est un problème important qui peut causer des conséquences majeures au niveau des reins, est plus présente chez les dysgraphismes ouverts. Même chose, c'est la perte de sensation plus importante chez les dysgraphismes ouverts versus les fermés. Pareillement, pour ce qui est de la dysynergie sphinctérienne, on va remarquer ça avec un plus haut taux chez les dysgraphismes ouverts et la perte de pression, donc un sphincter un peu plus atone aussi, plus souvent rencontré chez les dysgraphismes ouverts. Ici, encore là, il n'y a pas de différenciation selon le niveau, mais on sait que le niveau va affecter la présentation. Donc, les deux différents slides peuvent vous montrer déjà à quel point il y a une mosaïcité, essentiellement une variabilité très importante chez la présentation de la vessie neurogène chez cette population. Donc, sur quoi on se base pour déterminer si on va avoir des complications selon leur présentation?
Donc, je vais énumérer quelques critères ou la présence de certaines composantes qui peuvent nous suggérer ou être des indicateurs de complications. Le premier critère qu'on utilise est basé sur le bilan urodynamique. Le bilan aérodynamique, pour rendre ça un peu plus simple, est une mesure de la fonction vésicale, et celle-ci est faite avec un cathéter qui va mesurer la pression dans la vessie, et le cathéter a aussi va mesurer la pression abdominale. Et donc, on va procéder au remplissage de la vessie de manière continue, tout en mesurant les pressions que la vessie va générer. Même chose au niveau de l'abdomen avec un cathéter au niveau du rectum. On va mesurer les pressions générées tout au long du remplissage. Donc, ça nous donne énormément d'informations. Et un des critères qu'on va évaluer est ce qu'on appelle le detrusor leak point pressure, donc la pression d'incontinence au niveau du détrusseur. Et ce qu'on va remarquer, c'est essentiellement la valeur à laquelle la pression qui est atteinte dans la vessie va générer une perte d'urine. Donc, si on a un detrusor leak point pressure élevé, ça veut dire que c'est un peu comme une valve de sécurité. La valve de sécurité va seulement s'activer lorsqu'on a des pressions très élevées. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Essentiellement, un detrusor leak point pressure très élevé nous dit que le sphincter est très fort, et donc la vessie peut générer des pressions très élevées avant d'avoir une valve de sécurité et avant de s'éliminer pour diminuer les pressions. Donc, lorsqu'on a des pressions, des detrusor leak point pressure très élevées, on dit que c'est une vessie hostile. Traditionnellement, en fait, selon une étude publiée dans les années 80, qui avait justement étudié environ une dizaine d'enfants avec une vessie nérogène suite causée par la spina bifida, ils avaient établi que le 40 cm, c'était le cut-off, mais on remarque en fait que même des pressions plus basses de 25 à 39 cm peuvent être un indicateur de complications par la suite. Et les complications, je vais les énumérer un peu plus tard, mais essentiellement, le numéro 1 qu'on veut éviter est une dysfonction rénale. Un autre critère qu'on va regarder, c'est la compliance. La compliance est essentiellement à quel point la vessie peut se relâcher avec un remplissage. Donc, une compliance élevée est bon. Donc, ça veut dire que la vessie peut accommoder beaucoup de volume avant d'augmenter de pression. Donc, une compliance de plus de 20 cm me démontre que la vessie est bien relâchée. Elle ne génère pas des pressions anormales ou des pressions dangereuses. Donc, on a ce critère-là qu'on peut utiliser aussi pour nous dire à quel point la vessie est à risque élevé. Un autre indicateur est la dysynergie sphinctérienne. La dysynergie sphinctérienne est la contraction du sphincter durant une miction volontaire. Donc, on peut vraiment juste établir la dysynergie chez les patients qui ont une miction volontaire. Chez les patients qui n'ont pas de miction volontaire, la dysynergie a très peu d'impact parce qu'ils vont essentiellement vider leur vessie à l'aide de cathéter. L'autre indicateur de complication ici qu'on voit est l'hyperactivité vésicale. La littérature est un peu plus ambivalente par rapport à ça. Il y a certaines littératures qui démontrent que la présence d'hyperactivité vésicale élevée, c'est-à-dire des contractions non inhibées, involontaires élevées, fréquentes et à pression élevée, peuvent être suggestifs de causer des problèmes, des complications au niveau du haut appareil urinaire dans le futur. Toutefois, la littérature est un peu plus ambivalente par rapport à ça. Ici, ce qu'on voit dans l'image, on voit un reflux vésico-urétéral. Le problème avec le reflux vésico-urétéral qu'on peut voir dans ce cystogramme-là est que si on ne le détecte pas et qu'on fait un bilan aérodynamique, on peut sous-estimer les paramètres de pression. Donc, ça va diminuer les pressions et augmenter la capacité parce que le volume de remplissage va aller remonter dans les reins et va diminuer les pressions qu'on va observer de manière objective sur notre bilan aérodynamique, tandis que le problème, en fait, c'est que ça va remonter, la pression va remonter au niveau des reins et causer une dysfonction rénale ou des cicatrisations ou des infections rénales à répétition. Donc, la présence de reflux vésico-urétéral combiné avec des infections à répétition est vraiment la pire combinaison. Un autre indicateur serait la forme de la vessie, donc la présence de trabiculation.
Encore là, la littérature est un peu plus ambivalente par rapport à ça, mais ce sont un autre indicateur qui nous suggère en effet que la vessie est à haut risque. Donc, lorsque je rencontre un patient avec une vessie neurogène, que ce soit avec la spina bifida ou d'autres problèmes neurologiques, j'ai différentes priorités de traitement. Donc, priorité numéro 1 est en effet la préservation de la fonction rénale. C'est vraiment notre numéro 1 parce qu'on sait, surtout chez la population spina bifida, que environ un quart de ces patients-là, étant donné qu'ils souffrent de la condition dès un jeune âge, environ un quart de ces patients-là vont développer une insuffisance rénale et il y a beaucoup de variabilité en termes de légère, modérée à sévère de dysfonction rénale, mais c'est vraiment notre priorité numéro 1, garder les reins en santé pour le plus longtemps possible. La priorité numéro 2 est la continence, donc tant au niveau qualité de vie, sociabilité, sur tellement différents aspects de leur vie, la continence urinaire et fécale a une très grande importance qu'il faut prioriser. Ensuite, on veut diminuer les risques infectieux. Donc, le problème infectieux le plus couramment rencontré chez la population avec une vessie neurogène est en effet les infections urinaires à répétition. Et on sait que c'est là où il y a énormément de dépenses économiques lorsqu'on regarde notre système de santé par rapport au niveau des problèmes d'infections urinaires à répétition chez la population avec une vessie neurogène. Une autre priorité, évidemment, on veut éviter le cancer de la vessie chez cette population qui, on sait, sont un petit peu plus à risque de développer. Encore là, le risque est très faible, mais il y a une augmentation du risque. Et le problème, c'est que les cancers de la vessie qui se présentent chez cette population-là sont habituellement beaucoup plus agressifs. On veut aussi prioriser l'indépendance des soins, que ce soit l'âge enfant, adolescente ou adulte, c'est quelque chose qu'on veut essayer toujours de garder en priorité. Et finalement, la fonction sexuelle et tout l'aspect d'infertilité que ces patients peuvent souffrir, ce sont des choses qu'on veut discuter, on veut adresser tout au long de nos soins. À l'âge adulte, moi, je suis urologue à l'âge adulte. Je ne vois pas ces patients lorsqu'ils sont enfants, donc je ne peux pas trop me prononcer sur la prise en charge pédiatrique des patients avec le spina bifida. Moi, je vais les voir, j'ai une clinique transitionnelle où les patients transitionnent donc dès l'âge adulte, à partir de 18 ans, ils sont malheureusement plus suivis à l'hôpital pédiatrique, ils sont présentement, ils transitionnent à l'âge adulte. Et donc, il y a une évaluation initiale que je vais les voir, mais ils sont déjà traités ou pris en charge depuis plusieurs années, mais ils transitionnent vers d'autres personnels soignants. Donc, qu'est-ce que je vais voir initialement lorsque je les rencontre? Bien, la première chose que je veux savoir, c'est justement, je veux déterminer leur anatomie, la fonction actuelle. Je veux savoir quelle chirurgie ils ont eu dans le passé, donc mieux comprendre leur anatomie. Est-ce qu'ils ont eu des réimplantations? Est-ce qu'ils ont eu une fermeture de leur col? Est-ce qu'ils ont eu une entérocystoplastie? Tout ça est très, très important. Donc, c'est vraiment critique. C'est pour ça que je fais la clinique où j'ai accès à leur dossier médical pédiatrique. Et je veux savoir leur fonction actuelle parce que la fonction qu'ils ont peut-être eue il y a 3 ans a probablement changé de manière importante à chaque année. C'est important de déterminer quelle est la fonction actuelle de leur au niveau urinaire. Ensuite, je veux mieux définir leur objectif en termes de soins. Donc, qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qui a un impact sur leur qualité de vie? Qu'est-ce qu'ils veulent adresser en premier lieu? Et je vais essayer de déterminer aussi le support social et économique qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont un support social? Est-ce que leurs parents ou d'autres personnels aidants sont avec eux? Quelle est leur situation économique? Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils vont à l'école? J'aime savoir toutes ces informations-là. Et ensuite, mieux définir leurs déficits physiques et cognitifs qui ont un impact aussi sur les soins que je peux leur apporter. Ensuite, on va évaluer les symptômes urologiques récents ou anciens. Donc, on va vraiment faire le tour de tous les symptômes urologiques qui se présentent et ou déterminer si des fois, il y a une raison spécifique pour laquelle ils se présentent. La majorité des symptômes chez les adultes avec le spina bifida, donc ce qu'on va voir les plus couramment, la première chose qu'on va voir, c'est l'incontinence. Donc, présente chez chez 50% de la population. Ensuite, les infections urinaires à répétition sont vraiment très fréquentes. Plus d'un tiers de la population va avoir ces symptômes-là. Ensuite, chez certains patients, on va voir un peu de difficulté avec les cathéters. Donc, je vais toujours demander cet aspect-là. Et de manière un peu plus infréquente sont les lithiases, donc les calculs au niveau du haut appareil urinaire au niveau de la vessie.
La prise en charge des patients avec le spina bifida, surtout à l'âge adulte, on va voir, étant donné qu'il y a une certaine évolution. On sait que cette population-là, chez les adultes, sont plus à risque de développer une certaine obésité suite à des problèmes au niveau de la mobilité. Ils peuvent aussi rencontrer une dysfonction sexuelle plus importante que chez la population générale. Et aussi, étant donné leur condition médicale, ils sont plus à risque de développer des problèmes de dépression. La mobilité réduite, telle que mentionnée, a beaucoup de conséquences sur différents aspects de leur vie. Et à l'âge adulte, étant donné qu'ils transitionnent à l'âge adulte, ils peuvent rencontrer une perte des supports très importants, des supports sociaux, que ce soit au niveau de leurs parents, des proches aidants, et surtout lorsqu'ils transitionnent à l'âge adulte, qu'ils ne sont plus dans le système scolaire, ils perdent une grosse partie du support social qui peut avoir un impact important sur leur prise en charge. Donc, qu'est-ce que je vais faire en premier, donc lors de l'évaluation clinique initiale? Je vais faire l'anamnèse médicale, comme j'ai mentionné. Je veux savoir plus sur leurs conditions de spina bifida, quel type. Est-ce qu'ils sont ambulatoires? Est-ce qu'ils ont des soins? Est-ce qu'ils ont eu des shunts antérieurs? Quelles sont leurs allergies? Quelles sont les chirurgies antérieures? Ensuite, je vais faire un examen physique complet, vraiment, pour évaluer au niveau de l'abdomen, grossièrement neurologique. Je vais essayer de mieux comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Et évidemment, un examen urologique focus. En général, je vais faire une analyse urinaire, dépendamment de leur présentation. Si ce sont des patients qui urinent par eux-mêmes, je vais évaluer aussi le résiduel postmissionnel pour voir si en effet, il y a la présence d'un résiduel important qui n'a peut-être pas nécessairement été identifié. De manière optionnelle, selon nos lignes directrices que j'ai énumérées ici, donc il y a 2 lignes directrices très importantes qui ont été écrites dans les derniers mois. Donc, il y a la ligne directrice du CUA, qui a été les premières lignes directrices écrites en Amérique du Nord, donc du Canadian Urological Association en 2019. Et donc, je vais me baser beaucoup sur cette ligne directrice au cours des prochaines slides. Et plus récemment, en 2021, on a l'American Urological Association qui a écrit des lignes directrices. Donc, de manière optionnelle, on peut déterminer aussi un calendrier missionnel. Donc, ça va nous permettre de mieux comprendre la fréquence qu'ils urinent ou qu'ils se cathétérisent et mieux comprendre les volumes éliminés à ce niveau-là. S'il y a présence d'incontinence, un pad test peut être utile. Et s'ils urinent par eux-mêmes, une débimétrie peut aussi être considérée. Si, selon leur présentation, on ne sait pas trop dans quelle catégorie de risque, et je vais parler un petit peu plus de quoi il s'agit, les risques, il est important de déterminer leur fonction rénale ou avoir une imagerie rénale récente parce que ça nous donne beaucoup d'indications sur des complications possibles. Et dans certaines situations aussi, on va demander un bilan aérodynamique s'il n'y en a pas de récent. Donc, ce tableau-là est pris directement des lignes directrices du Canadian Urological Association qui énumère de manière très exhaustive tous les aspects qu'on veut essayer de déterminer à l'anamnèse médicale. Et des fois, on ne pourra pas nécessairement avoir tout en premier lieu. Des fois, on obtient un peu plus d'informations tout au long du suivi. En général, je vais prioriser vraiment l'aspect urologique, fonction urinaire, encore là, avec la priorité de conserver l'aspect rénal. Ensuite, avec le suivi, peu à peu, on va développer un peu plus sur la fonction sexuelle, sur d'autres niveaux aussi qu'on peut adresser tout au long du suivi. Donc, on veut avoir une approche proactive de surveillance. Et donc, cette approche proactive-là a été décrite que ce soit à l'âge pédiatrique ou à l'âge adulte, mais principalement à l'âge adulte, cette approche proactive, ça veut dire qu'on va faire une surveillance afin de prévenir des complications. Donc, on ne va pas juste être réactif, on va être proactif. On ne va pas juste réagir à une complication ou réagir selon là. On veut vraiment prévenir les complications en utilisant cette stratification selon la catégorie de risque. Après mon webinaire. Donc, comment on va déterminer cette catégorie de risque-là? Donc, on va premièrement faire une anamnèse, faire un examen physique, faire un résiduel postmictionnel et une analyse urinaire. Ensuite, selon leurs conditions, déjà en partant, vous voyez ici sur l'arbre que la population de spina bifida va être soit dans le risque élevé ou modéré, juste par étant la condition de spina bifida. Donc, même chose pour les lésions, la moelle épinière ou la sclérose en plaques. Donc, tous ces patients-là qui sont dans le risque soit élevé ou intermédiaire
vont avoir un bilan aérodynamique de base, une échographie rénale et une fonction rénale. Ensuite, selon les trouvailles de ces évaluations-là, on peut déterminer si ils ont d'autres facteurs de risque qui vont les catégoriser soit dans le risque élevé ou risque modéré. Donc, je vais vraiment me concentrer sur cet aspect-là. Et comme vous voyez peut-être sur cet algorithme, le but, c'est que s'ils tombent dans la catégorie de risque élevé, on veut les traiter, les optimiser pour qu'ils rentrent dans la catégorie de risque modéré, pour évidemment prévenir les complications possibles. Donc, cette approche de surveillance proactive, lorsqu'on regarde la population de spina bifida avec la vessie hyperactive, avec la vessie neurogène, qui sera dans le risque élevé? Bien, ce seraient des patients qui utilisent un drainage de vessie suboptimal. Et ce drainage de vessie suboptimal est soit une vidange par réflexe, une vidange par credé, donc en forçant, c'est-à-dire en pesant sur leur vessie pour essayer de vider leur vessie, ou en utilisant le Valsalva pour vider leur vessie. Donc, ce sont des drainages suboptimales qui peuvent nous mettre dans la catégorie de risque élevé. Si sur le bilan urodynamique, on voit la présence de dysynergie sphinctérienne, une perte de compliance importante, une hyperactivité ou un reflux vésico-rétéral ainsi qu'un diffuser leak point pressure dangereux, à ce moment-là, ils vont dans le risque élevé. Si on remarque une détérioration temporelle au niveau de la fonction rénale ou de l'imagerie, encore là, ils vont être dans la catégorie élevée. Et donc, le but est de convertir au risque intermédiaire avec le traitement. Quels sont les patients qui sont dans le risque intermédiaire? Ce sont des patients qui drainent leur vessie soit par des cathétérismes intermittents ou avec une sonde à demeure, que ce soit une sonde urétrale ou cispubienne, ou qui ont une mission spontanée avec des résiduels post-missionnels acceptables. Donc, des patients qui auraient des bilans aérodynamiques possiblement à risque en antérieur, mais qui maintenant ne le sont plus. Et les patients qui ont une fonction ou une imagerie rénale stable. Ils vont dans la catégorie de risque intermédiaire. Donc, la stratégie de surveillance va être différente selon s'ils sont dans un risque intermédiaire ou élevé. Que ce soit intermédiaire ou élevé, on suggère une évaluation urologique annuelle pour déterminer, première chose aussi, la compliance au traitement suggéré. On va aussi suggérer une imagerie, une fonction rénale annuelle. Donc, essentiellement, tous les patients de manière annuelle devraient avoir une fonction rénale, donc avec une créatinine sérique, et en général, une imagerie rénale avec une échographie rénale est la meilleure modalité de surveillance afin de déterminer s'il y a des changements au niveau de leur anatomie rénale. Pour ce qui est du bilan urodynamique, si les patients sont à risque intermédiaire, on suggère de faire un bilan aérodynamique de manière périodique, c'est-à-dire aux 2 à 5 ans. Ou s'il y a des complications qui se présentent, donc à ce moment-là, peut-être qu'ils iraient dans le risque élevé, à ce moment-là, ça peut nous compter à demander un bilan aérodynamique. Chez les patients qui sont dans un risque élevé, selon les trouvailles ou les critères que j'ai mentionnés tout à l'heure, un bilan aérodynamique de manière annuelle est recommandé. Pour ce qui est de la cystoscopie, il y a un peu moins de consensus par rapport à ça. Certaines personnes recommandent une cystoscopie aux 2 ans après 10 ans de présence de vessie neurogène. Donc, lorsque les patients, évidemment, moi, je les vois à l'âge adulte, bien, ils ont leur condition déjà 18 ans. Alors, est-ce qu'on devrait faire des cystoscopies aux 2 ans? Il n'y a pas de consensus. C'est un peu plus difficile à déterminer. Et évidemment, c'est plus invasif comme investigation. Donc, quelles sont les complications à éviter? La première complication que j'ai mentionnée, c'est la détérioration de la fonction rénale ou le développement de cicatrices rénales. Donc, comment on peut déterminer ça? Bon, on utilise l'échographie rénale. Donc, ça va nous permettre de mieux comprendre l'anatomie. Est-ce qu'il y a présence d'hydronéphrose? Est-ce qu'il y a présence d'atrophie du cortex rénal? Le DMSA, qui est une imagerie nucléaire, va nous permettre de mieux évaluer, en effet, s'il y a des cicatrices rénales. C'est le test optimal. Pour la fonction rénale, la créatinine sérique n'est pas le meilleur test parce que malheureusement, à cause de la mobilité réduite, de la masse musculaire, ce n'est pas toujours représentatif. Ça peut des fois sous-estimer
Donc, une créatinine sérique qui serait normale chez quelqu'un qui est ambulatoire. Mais peut-être chez quelqu'un avec la syndrome bifida, le même taux de créatinine sérique n'est pas, en fait, pourrait suggérer une dysfonction rénale parce que leur masse musculaire est plus faible. Donc, ça peut sous-estimer essentiellement la fonction rénale. Donc, certaines personnes recommandent la cystatine C qui est peut-être un peu plus fiable. On veut éviter des problèmes de lithiase rénale. On sait que le risque relatif de développer des lithiases urinaires chez la population avec spina bifida est de 33 fois celle de la population générale. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, les patients qui sont plus à risque de développer des calculs vésicaux, donc des calculs au niveau de la vessie, sont les patients avec un antécédent d'entérocytoplastie, les patients qui ont des cathéters, que ce soit des cathéters intermittents ou des cathéters à demeure, ou ceux qui ont plus d'infections urinaires. Et en fait, on sait dans la littérature que, donc vous voyez ici, dans le tableau, les patients qui ont un dysgraphisme spinal et qui ont subir des chirurgies pour des lithiases rénales sont beaucoup plus à risque de complications. Donc, vous voyez ici le risque relatif a augmenté de 1 à 3 fois la population générale. Les infections urinaires sont aussi une complication qu'on essaie d'éviter. Ça demeure quelque chose de très prévalent, donc c'est responsable pour environ 22 hospitalisations sur 1000. Et on sait, que j'ai mentionné plus tôt, des problèmes de néoplasie vésicale sont présents et on peut voir des taux de 1 à 4,5 % après une entérocytoplastie chez ces patients. Donc, quels sont nos traitements non chirurgicaux? Donc, je vais vraiment me concentrer sur cet aspect-là parce que je sais qu'il y a un webinaire fait sur le traitement chirurgicaux au préalable. Donc, quels sont les traitements non chirurgicaux qu'on peut apporter chez cette population-là? La première chose qu'on veut établir, c'est quel est le meilleur moyen de drainage de leur vessie. Donc, ce sont des patients qui urinent de manière spontanée, ont une miction volontaire efficace et à bas risque, donc avec un résiduel faible. À ce moment-là, c'est sûr que c'est la meilleure option. Toutefois, une grande portion de cette population-là, dépendamment de l'atteinte au niveau du rachis, vont avoir besoin de drainage, soit avec des cathétérismes intermittents ou autres. En général, on va prioriser les cathétérismes intermittents car on sait qu'il y a moins de risques au niveau infectieux, il y a moins de risques au niveau de problèmes anatomiques, que ce soit d'érosion au niveau de l'urètre, d'érosion au niveau du col, il y a moins de problèmes au niveau de saignement, moins de problèmes au niveau de créer des cancers. Donc, ça a énormément, beaucoup plus d'avantages, les cathétérismes intermittents versus une sonde à demeure. Maintenant, si le cathétérisme intermittent n'est pas possible, en général, on va aussi optimiser, on va valoriser plus un cathétérisme intermittent par le patient que d'être dépendant d'un proche aidant, car le proche aidant, des fois, n'est pas toujours disponible, donc ça peut poser problème. Maintenant, si le cathétérisme intermittent n'est pas possible, à ce moment-là, la deuxième meilleure option est la sonde suspubienne. Et encore là, on va optimiser la sonde suspubienne versus une sonde urétrale, parce qu'on a moins de problèmes causés par une érosion de l'urètre. Donc, chez la femme, une sonde urétrale à demeure peut complètement ouvrir le col et causer une érosion complète de l'urètre. À ce moment-là, soit la sonde n'est plus en place, une incontinence totale. Chez l'homme, ça peut complètement déformer le pénis, donc causer beaucoup de problèmes à long terme en termes de niveau de sexualité et d'infertilité. Toutefois, si ce n'est pas possible, à ce moment-là, la sonde urétrale est le troisième choix à prioriser. En termes de pharmacothérapie, en général, la majorité des patients qui sont sondés, on va suggérer une pharmacothérapie avec un anticholinergique ou un agoniste du récepteur bêta-3. Le but est de garder la vessie la plus relâchée, la plus compliante possible. Et on sait que si déjà ils sont avec un drainage, à moins qu'ils soient dans la catégorie de vessie atone, mais si on a la présence d'une vessie hyperactive, bien, les pressions sont plus élevées. On veut relâcher la vessie avec des anticholinergiques et des agonistes du récepteur bêta-3. Ou finalement, si cette pharmacothérapie ne fonctionne pas, on passera à l'injection des trudoriennes de la toxine botulinéique. Donc, en termes de cathétérisme intermittent, donc une grande majorité, donc sur une étude qui a été faite,
chez 1370 adultes avec la spina bifida, avec en moyenne 26 ans, les cathétérismes intermittents étaient utilisés chez environ 58 des patients. Donc, c'est quand même une approche à prioriser. Il y a peu de complications associées avec les cathétérismes intermittents, en 3 sur 1000 patients année, donc c'est quand même acceptable. Et c'est important de vérifier la compliance à chaque visite. Donc, moi, je vais leur demander, est-ce qu'ils ont des difficultés avec les cathéters, quelle taille ils utilisent, est-ce qu'ils ont de la est-ce qu'ils arrivent à le faire autant de fois qu'ils le souhaitent, parce qu'on sait qu'une grande proportion des patients vont éventuellement changer de modalité. Donc, de 20 à 40 vont aller vers une autre modalité de drainage. Donc, le but est encore là de préserver la fonction rénale, diminuer la cicatrisation, et on sait qu'on peut prévenir la cicatrisation avec les cathétérismes intermittents de manière assez importante et aussi causer moins d'infections. Donc, quelle pharmacothérapie peut-on suggérer? Donc, vous voyez ici, il y a 2 colonnes. La première colonne est les anticholinergiques. La molécule la plus utilisée est l'oxybutinine. Ensuite, on a la solifénacine et la trospium. On en a d'autres, mais j'ai énuméré les 3 qui ont été étudiées dans la population neurogène principalement. Et on sait que ces molécules-là peuvent améliorer l'hyperactivité vésicale, donc va diminuer l'hyperactivité, va améliorer la compliance et augmenter la capacité vésicale. Il y a aussi certaines études qui suggèrent que c'est possible, ça va participer au remodelage vésical de manière bénéfique. C'est important de balancer la prise de ces médicaments-là avec des effets secondaires possibles. De manière intéressante, et je pense qu'on n'a pas trop on ne sait pas trop pourquoi, mais la majorité du temps, les molécules anticholinergiques sont mieux tolérées chez la population neurogène que chez la population neurogène. Donc, moins d'effets secondaires, tels que la constipation, tels que la sécheresse au niveau de la bouche. Mais donc, ça, c'est un autre aspect toujours que moi, je vais évaluer, que je n'ai pas mentionné. Je vais toujours parler qu'est-ce qui se passe au niveau de l'évacuation des selles, est-ce qu'ils ont de la constipation. Donc, je vais toujours me renseigner par rapport à ça. Et il ne faut pas aussi oublier qu'il y a certaines littératures qui mentionnent qu'il y a un risque de détérioration cognitive avec les anticholinergiques. La littérature est encore très ambivalente. Il n'y a pas de consensus si, en effet, c'est présent. Mais lorsqu'on réalise, en fait, que cette population-là a peut-être été sur un anticholinergique dès un très bas âge, donc dès l'âge de quelques années jusqu'à, ils vont devoir le prendre pour toute leur vie, bien, il faut garder ça en tête, qu'il y a potentiellement un risque de détérioration cognitive à la longue. L'autre molécule qu'on a présentement sur le marché canadien est l'agoniste de récepteur bêta-3. Et la seule molécule qu'on a dans cette catégorie-là est le mirabegron. Et le mirabegron est une plus nouvelle molécule qui est présente depuis 2013 et un petit peu moins étudiée chez la population neurogène, mais on a quelques études sur la population neurogène, pas particulièrement chez la population spina bifida, mais on voit en effet qu'il y a une certaine amélioration de la fréquence urinaire, une amélioration de l'incontinence et au niveau des paramètres du bilan aérodynamique, ça semble améliorer la compliance et la capacité ainsi que les pressions générées. On peut aussi considérer chez certains patients la combinaison du mirabegron avec un anticholinergique pour essayer d'optimiser l'efficacité. Donc, maintenant, je vais parler de la toxine botulinique. Donc, aussi, le nom commercial étant Botox. Donc, c'est onabotulinum toxine A, c'est de type A. Et donc, elle est utilisée chez la vessie neurogène avec des injections intradétrusoriennes. Donc, cette toxine est une neurotoxine dérivée de la bactérie anaérobe Clostridium botulinum. Et ce diagramme-ci va vous montrer un petit peu comment elle fonctionne. Normalement, lorsque les neurotransmetteurs sortent de la cellule. Donc, essentiellement, il y a une synapse qui est permise par le complexe de fusion synaptique qui se nomme les protéines SNARE. Donc, ça, c'est ce qu'on veut voir normalement pour le relâchement de neurotransmetteurs. Avec la présence du botulinum, lorsque celui-ci est injecté, il est endocytosé dans la cellule et la chaîne légère va aller cliver, va aller essentiellement briser une des composantes des protéines SNARE.
Et donc, la toxine de type A va aller agir au niveau du SNAP25, mais d'autres toxines vont agir à d'autres protéines. Et donc, en brisant ce complexe de protéines, à ce moment-là, les neurotransmetteurs étant essentiellement l'acétylcholine ne peuvent pas être libérés. Donc, ça va aller empêcher la libération de cellules, la libération d'acétylcholine dans le muscle. Et il y a certaines études qui démontrent aussi qu'il peut avoir un effet au niveau de la peptide, de la substance P. Donc, ça peut aussi agir au niveau des nerfs afférents. Donc, ça peut potentiellement changer la sensation, pas juste la fonction musculaire, mais aussi la sensation. Donc, comment je procède à l'injection de toxine botulinique? En général, chez la population neurogène, on va utiliser 200 unités. Pourquoi 200 unités? C'est celle-là qui a été essentiellement étudiée le plus. Certaines études ont regardé l'utilisation de 300 unités, sauf qu'il y avait pas vraiment d'avantage à utiliser 300 unités versus 200 unités, même chez les patients qui se cathétérisent. Et on sait que l'utilisation de plus grosses doses peuvent occasionner plus de génération d'anticorps et donc de développer une tolérance à la toxine botulique. Donc, on peut utiliser la plus petite dose, la moins fréquente possible pour obtenir l'efficacité qu'on veut. Donc, on va aller diluer ça dans 20 cc de salin. Et on veut vraiment l'utiliser 24 heures après reconstitution parce que c'est une protéine qui va se dégénérer très rapidement. On fait ça habituellement, c'est quelque chose, c'est un traitement qu'on doit répéter en moyenne aux 8 mois. Donc, l'efficacité de ce qu'on appelle une dénervation chimique va durer en moyenne 8 mois. Et ça peut prendre environ 1 à 2 semaines avant de noter un effet. Donc, ici, vous voyez avec le cystoscope, on va rentrer avec le cystoscope et c'est fait une procédure sous anesthésie locale. On va aller utiliser une aiguille par voie cystoscopique. On va aller injecter 20 injections de 1 cc selon un pattern que vous voyez ici décrit. Il y a certaines complications que les patients peuvent avoir. Bon, ils peuvent avoir une douleur vésicale lors de la procédure. Il y a le risque d'infection urinaire de 15 %. Et ils peuvent développer aussi une certaine alburie, hématurie ou bactériurie. Maintenant, un risque qu'on note chez la population non neurogène, la population neurogène qui ne se cathétérise pas, et un risque de rétention urinaire qui est variable entre 5 et 10 %. Et donc, ces patients-là pourraient peut-être avoir besoin de cathétérisme intermittent. Chez les patients qui ne se cathétérisent pas, en général, je vais utiliser 100 unités. Donc, je vais utiliser une plus faible dose, tandis que s'ils se cathétérisent, on va aller vers 200 unités. Et il y a aussi un risque de complication qui est pas à négliger chez la population de dysgraphisme spinal et le risque de faiblesse généralisée avec la toxine botulique. C'est très rare, on parle de 1 sur 1000, ce n'est pas des risques très élevés, mais advenant le cas que ça arrive, c'est très débilitant. Donc, quelles sont les contre-indications? Une infection urinaire active est une contre-indication parce que l'injection dans une cystite inflammatoire, on pense que ça va plus se propager au niveau systémique. Les patients qui sont en rétention urinaire et qui ne se cathétérisent pas, c'est à éviter, à moins que le patient veut se cathétériser. S'il y a une difficulté à initier le cathétérisme intermittent, c'est requis. S'il y a la présence d'hypersensibilité connue à la toxine botulique type A, c'est une autre contre-indication. Et aussi, il faut regarder la dose. On veut éviter une dose de plus de 360 à 400 unités en 3 mois. Donc, si les patients reçoivent de la toxine botulique pour d'autres conditions telles que des spasmes, à ce moment-là, il faut essayer d'éviter. Donc, en général, on fait une culture, on va canceller s'il y a la présence d'une cystite. En général, on va utiliser une anesthésiant locale avec ou sans sédation, donc la lidocaïne, avec ainsi un gel intra-urétral de lidocaïne. On va utiliser le cystoscope flexible chez les hommes avec une aiguille. Et on remplit la vessie. On va l'injecter dans le diffuseur environ à 2 à 4 mm. Pas de différence si on injecte le trigone ou non. Donc, quels sont les résultats qu'on voit chez les dysgraphistes de moins de 18 ans? On voit une augmentation, une résolution de l'incontinence. C'est une revue systématique de la littérature de 12 séries.
une réduction de la pression de 32 à 50 en termes de niveau de réduction, une augmentation de la capacité de 25 à 62 et une amélioration de la compliance. Donc, on a quand même des très bons résultats. Maintenant, lorsqu'on regarde chez la population plus adulte, donc ça, c'est une étude qui a fait une étude rétrospective de 14 ans avec 125 patients. 74% avaient une résolution de la incontinence. On remarque une réduction de la pression de moins de 12 cm d'eau, une augmentation de la capacité jusqu'à 86 ml. On améliore la compliance et toutefois, à noter que sur 125 patients, il y avait 3 patients qui ont développé une faiblesse musculaire. Donc, ce n'est pas à oublier. Quelle est l'utilité du Botox après une entérocytoplastie? Donc, moi, ça m'arrive fréquemment de l'utiliser chez certains patients qui ont perdu la compliance de leur entérocytoplastie. Et on remarque encore là une efficacité clinique importante. Donc, avec 58 d'efficacité, une réduction de la pression de 43 et on peut augmenter la capacité cytométrique de manière quand même assez importante de 333 à 426 ml. Donc, ce sont des patients qui se cathétérisent. Donc, pour conclure, parce que là, je suis un petit peu au-dessus de mon temps, essentiellement, les patients avec un dystraphisme spinal, c'est une population très hétérogène et aussi avec une évolution de leurs conditions avec l'âge. Donc, en général, en termes de surveillance, on veut préconiser une approche proactive pour éviter des complications. On va faire une surveillance selon une stratification de risque. En général, de manière annuelle, on va faire une évaluation ainsi qu'une fonction de l'imagerie rénale. Et un bilan aérodynamique peut être fait de manière soit annuelle chez les risques élevés ou aux 2 à 5 ans chez les risques intermédiaires. Le traitement médical, encore là, à préconiser, est un cathétérisme intermittent chez les patients qui n'ont pas de vidange spontanée, ainsi qu'une pharmacothérapie avec un anticholinergique et ou un mirabegron. Et si les patients sont réfractaires à la pharmacothérapie, on va suggérer une injection de toxine botulinée. Donc, je vous remercie. Donc, ça, c'est du vu de mon département d'urologie à l'hôpital général juste sur l'oratoire à 3 saisons différentes. Donc, j'ai quand même une belle vue d'où je travaille. Merci, Dr Campo. C'était très complet, très technique, très informatif.